Et bonsoir Boris Vallaud. Bonsoir. Bonsoir. Député réélu des Landes et président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec ce qui reste encore un grand mystère ce soir. Le nom de votre candidat pour Matignon au sein du nouveau Front populaire. Ou votre candidate. Ou candidate, c'est vrai, vous avez raison, Pablo. Les réunions s'enchaînent, il y en avait encore une cet après-midi, vous y étiez, c'est ce que vous nous avez indiqué. Sauf que certains, au sein de votre camp, s'impatientent, voire s'agacent des conséquences de ce retard. Notamment Sandrine Rousseau qui était à votre place il y a quelques secondes. On va l'écouter et on fera réagir juste après. Moi, je suis vraiment impatiente d'avoir un nom. Je pense que là, maintenant, on laisse en fait la place, en n'ayant pas de nom, on laisse la place à tous les commentaires et à toutes les manœuvres possibles. Donc là, maintenant, impatient de voir agacé, non? Pardon? Impatient de voir agacé. Impatiente. Impatiente, mais bon, on a compris qu'il fallait pas que ça dure trop longtemps. Non, mais nous, on ne souhaite pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais vous savez, dans des pays très habitués à ce type de situation où il n'y a pas de majorité absolue, mettre parfois 6 mois à discuter, à négocier, à construire l'architecture gouvernementale. Nous, on nous demande de le faire en 6 heures, en 6 jours. On ne vous demande pas, c'est vous qui l'avez dit. C'est Éric Coquerel qui a dit ce week-end vous aurez un nom. Manon Aubry a dit dans les prochaines heures. Nous espérons en effet y arriver le plus rapidement possible. Mais concevez que depuis un mois, on a l'épée dans les reins, qu'on a plutôt réagi promptement pour faire obstacle à la montée en puissance du Rassemblement national avec le Front populaire, que nous avons aussi construit le Front républicain et que d'abord la première grande victoire, c'est que nous avons évité à ce pays d'être gouverné par l'extrême droite. Donc nous travaillons. Nous discutons. Ça avance. Ça avance, oui, bien. Ça avance. Écoutez, oui, bien, parce que nous savons que nous avons une forme d'obligation de réussir. Comment elle s'est passée cette réunion cet après-midi? Bien. Chacun se respecte, chacun s'écoute, chacun argumente, chacun fait des propositions, des suggestions, ça se retranche, etc. Par exemple, ça avance. Tout à l'heure, Sandrine Rousseau nous disait que ça y est, vous étiez mis d'accord sur le mode de désignation pour le candidat de Matignon. Vous nous le confirmez? On est en train de se poser la question à la fois de qui est susceptible de mieux incarner ce que nous voulons faire à Matignon. Et vous savez que, pour ce qui me concerne, président du groupe socialiste, membre du Parti socialiste, je pense que Olivier Faure est un bon candidat pour ça, pour apaiser le pays, pour le recoudre, pour rassembler. Il a été un des artisans de cette union de la gauche. Il tient aussi... il est poussé aussi par l'ensemble du Parti socialiste. Et puis il a une histoire personnelle qui est tout à fait intéressante. C'est quelqu'un qui a du talent. Donc on pense qu'il peut le faire. Et puis par ailleurs, l'architecture gouvernementale, dans les intitulés, le découpage des postes, pas seulement leur répartition, ça dit quelque chose que l'on veut faire, quelles sont nos priorités politiques en matière écologique, sociale, pour ne parler que de cela. À Matignon, pourquoi pas vous? Parce que votre nom a circulé. Oui, mais tant mieux, c'est flatteur et j'en suis honoré. Mais en réalité, à un moment donné, il faut essayer d'être efficace. Et pour ce qui est des socialistes, on s'est dit, bon, finalement, qui peut être celui que nous proposons et nous mettons en avant? Et notre premier secrétaire, qui n'a pas ménagé sa peine ces dernières années et ces derniers mois pour rassembler l'Union de la gauche, qui était un des artisans de ce Front populaire et du Front républicain, eh bien, nous a paru une bonne incarnation. Et c'est la raison pour laquelle... Donc c'est un nom catégorique pour vous, Matignon? Mais écoutez, le Parti socialiste a proposé son... vous vous faites passer derrière Olivier Faure. Mais je ne m'efface pas, c'est mon premier secrétaire et je le soutiens. Voilà. Mais ce serait acceptable pour vous d'avoir un Premier ministre insoumis? Envisageable? Nous, ce que nous pensons, c'est que une figure socialiste comme Olivier Faure... Non, mais je le dis. Non, mais on n'avance pas, en fait. Et plus de nature... Mais enfin, on a des discussions. Donc, je vous le dis, moi, je ne peux pas... plaider pour autre chose au moment où je vous parle. Mais juste si vous restez bloqué en fait sur les insoumis, sur vous voulez un socialiste et eux ils veulent un insoumis. Mais on discute, c'est pour ça qu'en réalité... Mais quelles peuvent être les contreparties alors? Et si on réfléchit de cette manière-là, par exemple, si vous n'avez pas un Premier ministre issu de vos rangs, qu'est-ce que vous réclamez en parallèle? Est-ce qu'il y a des postes? J'ai l'impression que c'est un peu ça quand même. Non, ça c'est ce à quoi vous réduisez ce qui est en train de se passer. C'est Mme Rousseau qui nous a dit ça tout à l'heure en disant que c'était un truc global. C'est une négociation sur des postes. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de construire une architecture gouvernementale dans son ensemble et que c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, le moment venu, quand nous serons prêts, pouvoir présenter cette architecture gouvernementale et ce ou cette première ministre. Voilà où nous en sommes. Mais accordez-nous que les discussions puissent prendre un peu de temps. Non mais pardon, je veux dire parce que là vous parlez cuisine. En fait, bien sûr les Français ont envie d'être gouvernés. C'est important. Pour la France, c'est important. Mais ce qui est important, c'est que le président de la République
tire les justes enseignements. Oui, mais alors là, vous votez en touche parce que vous parlez du président de la République. Je ne vote pas en touche. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur... Le président de la République dit, je vais nommer... vous l'avez dit hier, ça fait 24 heures qu'on en parle, mais là, avançons sur les discussions et sur les négociations. Mais à ce stade, je n'ai pas plus à vous en dire. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on propose au pays? Est-ce que les Insoumis avancent? Parce que le dernier discours qu'on a entendu, c'était les socialistes qui sont favorables à ce que ce soit Olivier Faure, et du côté des Insoumis, les dernières déclarations qu'on a eues, c'était figure insoumise à Matignon. Est-ce que les Insoumis sont prêts à lâcher Matignon? Aujourd'hui, tout le monde avance, tout le monde essaye de poser des scénarios sur la table, ils se discutent. Il y en a qui ont notre préférence, d'autres pour lesquels on n'est franchement pas d'accord. Et donc, c'est ce qu'on est en train de construire. Mais si nous essayons d'avoir des discussions un peu tranquilles, puisque je sais qu'on cherche à chaque fois où est-ce que vous ne pouvez pas vous positionner lorsque vous êtes invité sur des plateaux comme celui de ce soir. C'est ça, en fait, ce que vous nous dites. Évidemment, tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je reviens... Nous, on a bien compris qu'il y avait une échéance qui était jeudi prochain. Et dans la République, suggéré. Donc, on n'est pas jeudi prochain. On est jeudi prochain. On n'est pas jeudi prochain. Donc, c'est plutôt vers jeudi que vous aurez un nom. Mais en tout cas, est-ce que vous avez réfléchi? Parce que là, pour l'instant, vous réfléchissez sur le périmètre du nouveau Front populaire. Vous ne cherchez pas à élargir cette majorité très relative. Eh bien là, vous me donnez l'occasion de dire très précisément ce que nous avons en tête, ce que j'ai en tête pour répondre à ces élections et à ce que nous ont dit les Françaises et les Français dans cette élection. Et le président de la République ne le fait pas. Il y a 3 leçons à tirer de cette élection. La première, c'est que les Français n'ont pas voulu donner le pouvoir à l'extrême droite et ils se sont rangés derrière un front républicain. Et nous devrons en tenir compte, j'y reviendrai. Le deuxième enseignement, c'est que c'est une défaite considérable pour Emmanuel Macron, sa politique et sa façon de pratiquer le pouvoir, de son exercice du pouvoir. Et puis la troisième chose, c'est que c'est la gauche, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête dans l'hémicycle. Et que dans toute démocratie, la formation, la sensibilité arrivée en tête a la responsabilité alors comment on élargit de gouverner. Parce que le problème, c'est que vous n'avez même pas 200 députés. Eh bien, je vais vous expliquer. Moi, je crois que notre responsabilité, c'est d'essayer de mettre en œuvre notre programme et c'est de gouverner le pays. Donc je dis, le Front populaire au gouvernement. Acte 1. Parce que nous avons des mesures urgentes à mettre en place, parce que quel que soit celui qui s'est présenté dans le pays, j'espère qu'il a entendu la même chose. Nous avons eu des Français pour lesquels les vies sont difficiles, les fins de mois arrivent de plus en plus tôt, ils ne remplissent pas leur réfrigérateur, ils ne remplissent pas leur réservoir d'essence, ils ont le sentiment que les services publics s'éloignent d'eux, qu'ils sont de plus en plus affaiblis, que finalement l'école, c'est plus la garantie que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Ils galèrent pour se loger, ils galèrent pour se soigner, ils galèrent pour se déplacer. Méthode alors pour y répondre. Donc, nous, dans les propositions que nous avons faites, qui sont des mesures d'urgence immédiates, parce que nous avons devoir de montrer aux Français que nous avons entendus et que leur vie va changer vite. On doit soutenir le pouvoir d'achat à travers l'augmentation du SMIC, à travers le blocage des prix. Comment vous allez faire? Par 49.3? Non mais là, vous savez, le niveau du SMIC, ou par exemple l'abrogation de la dernière réforme de l'assurance chômage pour rendre ce pouvoir confisqué aux partenaires sociaux, c'est par décret. Donc le Front populaire. Oui, mais enfin, je veux dire, il a aussi obligation de promulgation. Je veux dire, il y a le résultat des urnes. Il ne peut pas être dans un déni de démocratie. Alors, non, mais comment la question était, parce que vous ne répondez pas, comment vous élargissez. Parce que ça, les 1 600 €, le SMIC, les Français n'ont pas voté pour. Ah bon? Disons que si vous le mettez au vote, si vous le soumettez au vote de l'Assemblée, ça ne passera pas. Ah bon, vous pensez? Essayez alors. Pourquoi vous voulez le faire par décret? Moi, j'aimerais bien voir, après cette campagne présidentielle, sauf à vouloir, j'allais dire, faire la campagne de l'extrême droite pour 2027, j'aimerais bien voir qui va censurer un gouvernement de Front populaire qui aurait permis aux Françaises et aux Français de mieux vivre. Ça ne le dit que les 30 mettez-le et que le 30 du mois, ce soit pas le 15 pour beaucoup de Françaises et de Français. Je le dis parce que j'y crois et parce que, par exemple, au moment du Front populaire, je vais vous dire, tout le monde n'avait pas voté pour Blum et pour les députés du Front populaire, mais je peux vous dire que tous, sauf un, avaient voté les congés payés et la semaine de 40 heures. Pourquoi refuser le vote alors? Mais parce que vous savez que... Parce que vous n'avez pas de majorité. Pas du tout, madame, parce qu'il y a l'article 34 et l'article 37, et qu'un certain nombre de choses relèvent du domaine réglementaire, et qu'à chaque fois que ça relève du domaine réglementaire, ça ira. Ok pour le SMIC, mais comment vous élargissez la majorité? Laissez-moi terminer. Acte 2. Il a fait l'acte 1. Acte 1, un gouvernement de Front populaire. C'est 3 en France. Le Front populaire au gouvernement. Le Front républicain à l'Assemblée nationale. Parce que je crois que nous ne devons absolument pas oublier les conditions dans lesquelles nous avons été élus. Avec les voix de droite, avec les voix de macronistes. Avec les voix de droite, avec les voix des macronistes, et que cela nous oblige dans notre pratique du pouvoir. La rupture avec le macronisme, elle est double. Rompre
la hiérarchie et l'ordre des priorités. Non pas être du côté de la France qui va bien, mais du côté de la France qui a un travail, qui travaille mais qui n'arrive pas toujours à en vivre. Rupture sur la forme. Eh bien, nous basculons dans une démocratie parlementaire. Et le Front républicain, c'est d'abord interdire la représentation de l'extrême droite dans les instances de l'Assemblée nationale, le Front populaire jusque dans les rangs et dans les instances de l'Assemblée nationale, premier point. Et c'est dire que nous devons être une démocratie parlementaire adulte, que nous devons être des parlementaires qui apprennent la culture parlementariste, qui sont capables de construire ces grands compromis républicains, dont la 3e et la 4e République, que l'on critique beaucoup, mais qui ont fait grande œuvre quand même, ont été capables. Et si nous n'en sommes pas capables, si nous ne sommes pas capables de travailler ensemble, je ne sais pas... Mais ensemble avec qui? Est-ce que vous êtes capable, vous discutez avec le camp présidentiel? Vous dites, mais... je sais, vous nous avez dit avant de rentrer sur le plateau, je n'oublie pas les voix qui nous ont fait lire. Donc je n'oublie pas aussi les voix macronistes, je n'oublie pas ces désistements. Et là, vous me parlez si nous voulons changer la vie des Français, avec les macronistes et avec la Macronie. Donc est-ce que vous êtes prêt à discuter avec le camp présidentiel, à élargir votre majorité? Dans une assemblée pluraliste, si vous voulez faire avancer vos idées... Il faut faire ce travail de conviction, ce travail de débat. Il faut être capable de voir si nous sommes possiblement en mesure de rassembler au-delà de la gauche. Donc oui, changer la vie des Français. Renaissance. Vous savez ce que je crois? Mais en fait, ce sont des individus. Moi, vous me parlez de Renaissance. D'abord, je ne sais pas très bien où ils en sont de la composition de leur groupe. Et puis par ailleurs, j'entendais Sacha Houlié expliquer qu'il avait fait campagne en expliquant qu'il se désolidariser de la politique du président de la République. Avec certains vous avez choisi le député qui a dit ça. Je ne sais pas. C'est pas la majorité des députés Renaissance. Quand j'entends Édouard Philippe dire que c'est le président de la République qui a mis un terme à la majorité présidentielle. C'est le droit d'inventaire, vous connaissez. Est-ce que tenir compte aussi du résultat des urnes, est-ce que c'est faire de la place au gouvernement? À des ministres venant de Renaissance ou des LR? Tous ces ministres-là sont pour l'instant en train de nous expliquer qu'il y a un paquet de gens infréquentables dans les rangs de la gauche. Bon. Et qu'en fait, ils n'ont pas envie de venir avec nous. Moi, je dis, regardez, nous ne trahissons pas nos électeurs de premier tour, le Front populaire au gouvernement. Nous ne trahissons pas nos électeurs de second tour, le Front républicain à l'Assemblée nationale. Et sur certains textes, nous ne caporaliserons pas le Parlement. Il y aura pas on peut prendre l'engagement sur un certain nombre de textes de pas 49.3. On légifère pas par ordonnance. D'accord. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez dit pas de beaucoup postes. De choses importantes. Non, mais entre autres sur l'acte 2. L'attribution des postes au Parlement. À l'Assemblée, vous dites pas de poste pour le rassemblement, de poste de responsabilité pour le rassemblement national. Ça veut dire par exemple que les postes qui seront à partir du 18, présidence de l'Assemblée, vice-présidence, questure, vous allez faire en sorte donc avec les autres groupes de vous entendre pour qu'il n'y ait pas de poste pour le Rassemblement national qui compte quand même 140 membres avec Ali. Monsieur, si vous me dites, si vous m'enjoignez, une injonction que j'entends, de ne pas oublier les conditions de mon élection. Ça vaut aussi pour les députés de l'ex-Macronie. Et je dis par exemple à Madame Borne, qui a été élue grâce au désistement d'un député LFI, qu'il faut qu'elle s'en souvienne. Et que donc on ne peut pas, j'allais dire, avoir fait Front républicain en dehors de l'Assemblée pour s'y faire élire, et puis glisser un bulletin dans l'urne, parce que c'est comme ça que ça se passe, en faveur d'un parlementaire du Rassemblement national. Quelle est la nature du message que vous envoyez aux électeurs du Rassemblement national avec ça? C'est exactement ce que disait Sandrine Rousseau tout à l'heure. Pour le coup, il y a une forme de cohésion. Sandrine Rousseau disait exactement la même chose sur l'attribution des postes à l'Assemblée. Le Front républicain. Je vais vous dire, nous avons une position constante pour ce qui nous concerne. Nous n'avons pas eu mandat, au contraire, dans cette élection-là, de glisser quelques bulletins Rassemblement national dans quelque urne que ce soit. Et donc, nous ne le ferons pas, et nous en appelons à ceux qui ont été élus dans les mêmes conditions que nous, la même cohérence politique. On a compris le raisonnement. Il faudrait qu'on parle des syndicats. C'est important, c'est un des faits du jour. C'est une des nouveautés, les syndicats. C'était mon troisième pan. Eh bien, allons-y. Les syndicats s'en mêlent. Et on va en parler avec Lisa Adef, parce que les syndicats, dans leur ensemble d'ailleurs, s'agacent de la situation politique actuelle, du manque de clarté. Oui, en tout cas, la Fédération CGT des cheminots appelle ces syndicats à organiser des rassemblements devant les préfectures et près de l'Assemblée nationale pour, je cite, exiger la mise en place d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Thierry Nier, le secrétaire général, explique pourquoi. On a indirectement un lien avec les choix et décisions politiques, notamment quand il s'agit d'une entreprise publique comme la SNCF. Il y a un certain nombre de choix qui ont été opérés dans le cadre des politiques menées par le gouvernement Macron.
l'explosion de la SNCF, la liquidation annoncée de fret, on a et des interpellations à leur faire et des exigences à leur porter pour que d'autres choix soient opérés, notamment pour l'avenir de l'entreprise, en ce qui nous concerne, mais plus largement pour les salariés. Il y a des actes concrets qui peuvent être commis très rapidement. Mais là aussi, chez les syndicats, l'accord est difficile à trouver, contrairement à ce qu'on a pris l'habitude de voir pour les mobilisations, notamment contre la réforme des retraites. Pas d'intersyndicale cette fois-ci, en tout cas sur ce point. Du côté de Force ouvrière, par exemple, le secrétaire général Frédéric Souillot dit tout l'inverse. Nous n'appelons pas à ces rassemblements le 18 juillet. Nous n'avons pas appelé à voter pour l'un ou contre l'autre aux dernières élections. Et que demain, quel que soit l'exécutif qui sera mis en place, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place, nous devrons porter nos revendications. En attendant, ce n'est pas de la responsabilité des organisations syndicales, notamment de la mienne, de choisir quel sera le gouvernement. Pas d'appel spécifique ou d'ordre donné à Emmanuel Macron concernant sa décision par rapport à Matignon, mais quelques indices sans surprise disséminés ici et là. D'abord, une demande claire, nette et précise. Regardez, la réforme de l'assurance chômage doit être définitivement abandonnée et la réforme des retraites doit être abrogée pour rassembler le pays. Partie du programme du nouveau Front populaire notamment, pas de celui de la majorité. Et aussi un petit coup de pression sur le cafouillis qui risque de régner à l'Assemblée nationale avec cette phrase: démocratie sociale et démocratie parlementaire doivent retrouver pleinement leur rôle et leur complémentarité. Merci Lisa. Vous acquiescez, Boris Vallaud. Ça veut dire que les syndicats ont un rôle à jouer. Vous comptez peut-être même les associer bien sûr, ils ont eu un rôle à jouer dans le barrage républicain, d'évidence. Et l'essentiel d'entre eux n'ont pas manqué à ce rendez-vous et à ces appels. Ils ont compté avec d'autres forces sociales dans le pays au moment de la constitution du nouveau Front populaire. Et c'est pour ça que je dis que le Front populaire ne nous appartient pas. Il appartient aux Françaises et aux Français, à toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible. C'est plus grand que, j'allais dire, le simple périmètre des partis politiques. Et je disais, pour mon triptyque, parce que heureusement qu'il y en a qui suivent un peu. Le troisième point de méthode. C'est donc un gouvernement de Front populaire, le Front républicain à l'Assemblée nationale et le Front social dans le pays. Ça veut dire quoi? Que nous allons rendre aux partenaires sociaux, à la démocratie sociale notamment, mais aussi aux collectivités locales et aux Français eux-mêmes, le pouvoir qui a été confisqué par Emmanuel Macron. Est-ce qu'une figure syndicaliste pourrait occuper Matignon pour être cette fameuse figure consensuelle que vous recherchez? Non, parce qu'il y a eu, à un moment donné, on a évoqué Laurent Berger, il a balayé cette hypothèse pour le moment. Mais est-ce que ça fait partie de la réflexion que vous menez? Dans les réflexions, est-ce qu'il peut y avoir une figure de la société civile qu'on embarque effectivement dans cette aventure? Ça fait partie des hypothèses sérieuses sur lesquelles nous travaillons. Mais j'ai bien appris qu'à chaque fois que vous mentionnez un nom... C'est pas la privilégiée. À chaque fois que ça fait partie des hypothèses. Mais à chaque fois que vous mentionnez un nom... c'est toujours le même qui revient. Non, c'est pas ça. C'est qu'en général, vous vous en privez de façon définitive parce que son nom est dans les médias avant que vous lui en ayez parlé. Donc, je ne fais pas de name dropping, comme on dit. Mais... mesurez bien que ce qu'on a à construire... Vous êtes en train de nous dire que Laurent Berger aurait pu accepter si on n'avait pas évoqué son nom dans les médias? Je n'ai rien dit de tel, mais vous l'avez sagace et perspicace. Non, ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien le point où on est. On a rencontré dans cette campagne un pays en grande souffrance, voilà, un pays fracturé. Chacun défend sa colère. Il y a des vies, pardon de la tautologie, mais invivables à beaucoup de Français. Voilà. Il y a une France laborieuse qu'on ne peut plus, qui a un sentiment d'injustice. Le mal qui ronge ce pays, c'est l'injustice. Mais Boris Vallaud, il y a un angle mort dans votre... Et nous avons à recoudre ce pays. On a besoin de recoudre, de retisser, Boris Vallaud, je vais quand même vous poser une question. Oui, je suis très gênée parce que depuis une demi-heure, on parle de ça. Qu'est-ce que vous dites aux 10,5 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national que vous dégagez ce soir complètement? C'est absent de votre discours. Eh bien, vous m'avez mal écouté. Et précisez alors, qu'est-ce que vous leur dites à eux? Parce que vous venez de leur dire, on ne considérera pas les députés que vous avez élus. Oui, parce qu'en réalité, dans l'histoire, le peuple a toujours fini par être trompé par les tyrans qu'il s'était donnés. Voilà. Et par l'extrême droite dans l'histoire. Vous voyez, en 1946... C'est le Front populaire qui a inventé les partis. En 1946... Vous leur dites ce soir, vous êtes trompés. Oui, vous savez, rappelons-nous l'histoire et qui ont été aussi les résistants. Est-ce que c'est votre seul message? Est-ce que c'est votre seul message ou il y aura des points de programme? Je vais vous dire très exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle que soit l'étiquette sous laquelle nous ayons affronté les urnes, je crois que nous avons tous entendu la même colère, les mêmes souffrances, la même révolte, le même besoin d'apaisement. Et ça vaut pour ceux
qui, en votant pour le Rassemblement national, nous l'ont dit. Et moi, je crois que, durablement, le meilleur rempart contre l'extrême droite, c'est la République sociale. Merci d'avoir été avec nous.